Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le grand entretien de Lyon Décideur. Un gonne pur sucre à la direction France d'une entreprise lyonnaise emblématique, créée voici bientôt 130 ans par un certain Marius Berliet. Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va s'intéresser à votre parcours au sein du constructeur de poids lourds que vous avez rejoint voici une trentaine d'années, après un VSNE en Asie, un parcours marqué par de nombreuses années à l'international, Europe de l'Est, Turquie, Maroc, ainsi que l'Asie, Bangkok et Singapour. Vous nous direz comment se porte Renault Trucks actuellement et comment se passent les relations avec votre actionnaire Volvo Trucks. Plus de 5000 emplois sur les 8000 de Renault Trucks sont situés en région lyonnaise et à Bourg-en-Bresse. Le savoir-faire industriel est-il bien perpétué ici, alors que des craintes se font parfois entendre à intervalles réguliers sur la captation par l'actionnaire suédois des moyens de recherche et développement et du socle industriel lyonnais? À l'heure où il est beaucoup question d'industrie verte, on a aussi envie de vous entendre sur votre stratégie de décarbonation, à savoir zéro camion à énergie fossile en 2040 et une neutralité carbone complète en 2050. Comment y parvenir? Les 7 constructeurs européens sont-ils sur la même longueur d'onde que vous ou choisissent-ils d'autres voies pour y parvenir? Avec moi pour réaliser ce grand entretien, Vincent Longchamp. Bonjour Vincent. Bonjour. Rédacteur en chef à Lyon Décideur et qui vous pose bien sûr les premières questions. La première question, c'est que vous êtes donc rentré chez Renault Trucks en 1993, dès la fin de vos études à Lyon. Pourquoi intégrer le monde du camion? C'est un hasard? Alors la réalité, c'est comme vous l'avez évoqué, je suis d'abord parti 2 ans à Hong Kong pour une PME de la région qui faisait du textile industriel, Porsche Textile. Je suis parti à Hong Kong comme commercial et au retour, j'ai épousé une jeune femme qui était étudiante également à ce qu'on appelait Sud de Collioure. Et au retour de Hong Kong, on a souhaité revenir en France et on s'est dit assez naturellement qu'on voulait s'installer à Lyon. Et donc, mon cœur étant lyonnais, mes origines étant lyonnaises, j'ai postulé chez Renault Trucks et l'histoire veut que j'ai été recruté chez Renault Trucks, mais à Paris, puisqu'à l'époque, la direction internationale était à Paris. Mais c'était un choix de revenir à Lyon d'abord et ensuite, évidemment, quand on est lyonnais, Berliet, RVI, Renault VI, Renault Trucks, il y avait un peu de résonance. Vous revenez à Lyon, mais finalement, votre parcours, comme l'a dit Jean-Pierre, est très international. Finalement, vous êtes resté peu de temps à Lyon. Quel regard vous avez sur ce parcours, justement, dans le même groupe, mais avec différents postes et différents pays? Alors, je dirais que ce choix de revenir en France, revenir à Lyon, c'était vraiment drivé par un attachement à la ville, à la région. Et puis, la chance de rentrer chez Renault Trucks, qui ensuite appartiendra à partir de 2001 au groupe Volvo, c'était l'opportunité de voyager. Une opportunité que j'ai donc saisie à plusieurs reprises, puisque, comme vous l'avez évoqué, je suis parti relativement vite en Turquie, puis au Maroc, puis à Singapour, puis à Pékin, puis à Bangkok, puis à Singapour, pour revenir il y a 7 ans sur Lyon. J'ai eu un peu le sentiment d'avoir la possibilité de se sentir en même temps un vrai gonne et en même temps un peu citoyen du monde. Et c'est un parcours un peu qui fait écho aux racines et aux ailes, c'est-à-dire que cette chance d'aller loin pour peut-être mieux se comprendre, mais de revenir aux sources. Et donc, quand vous revenez aux sources, donc d'abord quelques mois vice-président international de Renault Trucks, puis patron de Renault Trucks France. C'est quoi le job au quotidien du patron de Renault Trucks France, sachant que c'est l'essentiel des effectifs, 8000 collaborateurs sur 9400 dans le monde, mais qu'en même temps, il y a un président de Renault Trucks, Bruno Blin, et qui reçoit lui-même des directives du groupe Volvo à Göteborg. Quelle est votre marge de manœuvre? Et au-delà des aspects commerciaux, est-ce que vous avez aussi votre mot à dire sur la stratégie industrielle? Alors la réalité, c'est que le groupe Volvo est donc propriétaire de Renault Trucks et ainsi organisé qu'il y a 3 marques qui ont d'ailleurs une certaine autonomie, qui sont Renault Trucks, Volvo Trucks et Mack Trucks. Mais tout ce qui concerne les bureaux d'études, les achats et les usines sont en fait des entités qui sont multimarques, qui travaillent pour l'ensemble des marques du groupe. Donc ma responsabilité, puisque c'est votre question, c'est de m'occuper du business de Renault Trucks en France. Je n'ai en aucune raison la responsabilité ni des usines, ni des bureaux d'études, ni des achats. Je reporte effectivement à Bruno Blin, qui est le président de Renault Trucks. Bruno Blin, qui, on dira, a une double responsabilité. Une responsabilité business
sur la France, l'Europe et l'international, et puis une responsabilité comme président de l'entité légale Renault Trucks SAS. Par ailleurs, Bruno est membre du comité exécutif du board d'AB Volvo, et à ce titre, donc, il a des responsabilités beaucoup plus larges que les miennes. Moi, je m'occupe, entre guillemets, seulement du business de Renault Trucks en France, qui, grosso modo, est de l'ordre de 2 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires de Renault Trucks de l'ordre de 5 milliards d'euros. Alors justement, on va s'intéresser à Renault Trucks bien précisément. Comment se porte Renault Trucks? Le groupe a réalisé 59 000 ventes l'an dernier, dont 21 000 en France, en progression de 15% par rapport à 2021. Mais on est encore loin des records historiques de 2007, avec les fameux 80 000 véhicules vendus à l'époque. Est-ce que vous pensez réatteindre un jour ces niveaux records? Alors, comme premier point, Renault Trucks va bien. Et je dirais que vous avez évoqué des volumes de facturation, ce qui évidemment constitue un élément important, mais qui n'est pas l'élément le plus important. Je dirais que quand on regarde la performance de notre entreprise, on essaye de la voir suivant différents angles. Des angles opérationnels comme ceux que vous évoquez, effectivement la hauteur de notre business. Et on peut dire qu'avec près de 60 000 camions vendus en 2022, c'est une belle performance. Au-delà de ça, c'est également la part de marché qui s'est appréciée en Europe, puisqu'on est monté 9,4% de part de marché en Europe et 29,4% en France. Mais au-delà des volumes ou des parts de marché, je crois que ce qui est essentiel, c'est le retour qu'on a de la satisfaction de nos clients, où là, on a fait des progrès significatifs. On a des très très bons retours de nos clients, et en France notamment, on est premier à la fois en satisfaction client sur la vente de véhicules et premier sur l'après-vente des véhicules. Un troisième élément qui m'est évidemment cher, c'est l'engagement des équipes. On a un retour très très bon de la satisfaction et de l'engagement des équipes. Je crois que c'est important. Un quatrième élément sur lequel je ne pourrais pas commenter dans le détail, c'est la performance financière de Renault Trucks, qui est bonne, voire très bonne, et qui, sur le premier trimestre de 2023, est la meilleure qu'on ait jamais connue. La performance du groupe, qui est officielle, c'est quand même plus de 11% de rentabilité sur le premier trimestre, ce qui fait du groupe Volvo quasiment ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Et puis enfin, toute la dynamique que nous avons, à mon avis, réussi à créer sur la route de la décarbonation, qui pour moi me tient à cœur, c'est-à-dire que oui pour la partie business, oui pour la partie évidemment qui est relative aux actionnaires, évidemment oui pour les clients et les employés, mais évidemment une responsabilité essentielle sur la route de la décarbonation compte tenu de ce qu'on connaît au niveau de la planète. Quand vous dites la satisfaction client est plus importante que les facturations globales ou la part de marché, à une époque, Renault Trucks, c'était quand même quasiment 40% de part de marché en France. Aujourd'hui, c'est 29%. Alors, tout à fait. On est monté jusqu'à 40% de part de marché en France. Aujourd'hui, on est à 29,4%. Je crois que la course à la part de marché, quoi qu'il en coûte, ce n'était pas nécessairement ce qui avait de plus malin. Et quand on avait 40% de part de marché, on le faisait avec des produits d'une qualité qui parfois était discutable. Je peux en parler, puisque ça fait une trentaine d'années que je suis d'une manière ou d'une autre chez Renault Trucks. Et on le faisait dans des conditions économiques où en franchise, on cherchait de la volumétrie pour nourrir les usines plutôt que vraiment du business qui faisait du sens. Aujourd'hui, on a un positionnement d'une marque qui n'est pas une marque premium, qui, si je devais faire une analogie, on n'est pas un 3 étoiles Michelin, on est plutôt une excellente brasserie, mais une brasserie qui satisfait nos clients, et la part de marché qu'on a, c'est celle qu'on mérite en vendant nos solutions au bon prix et qui permettent à nos clients de gagner. Alors, Renault Trucks est détenu à 100% par le groupe Volvo et le désengagement de Renault dont vous avez gardé le nom toutefois. Avec un peu de recul, est-ce que vous pouvez dire que ça a été une chance d'être acheté par les Suédois? C'est une chance énorme, c'est une chance immense, et je dirais que c'est vraiment salutaire parce qu'on est dans une industrie qui nécessairement implique de la volumétrie. Les niveaux d'investissement sont majeurs et ça veut dire qu'avec une taille critique, on ne peut pas y arriver. Alors on a été racheté par, on va dire, le premier ou le deuxième groupe du monde du poids lourd. Le groupe Volvo était un groupe monomarque qui avait de la voiture, du camion, du bus, des moteurs de bateau, des machines de travaux publics, qui est devenu un groupe multimarque, principalement drivé sur la partie camion, puisque 65% du chiffre d'affaires du groupe, c'est les camions aujourd'hui. Donc c'est une chance majeure parce qu'on a accès justement aux bureaux d'études, aux achats et aux usines. Donc ça, c'est une force phénoménale par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on a devant nous. Et puis, la grande chance, je trouve, c'est qu'on a eu un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a la force de ce groupe avec cette capacité d'investissement et de recherche, mais on a gardé l'autonomie et l'âme de la marque Renault Trucks.
Et ça, je crois que c'était important aussi de rester une marque de proximité, chaleureuse, efficace, proche de ses clients, proche de son réseau. Et ça, c'est un ADN un peu particulier de la marque Renault Trucks au sein du groupe Volvo. Alors, autonomie, que vous dites avoir gardé, on sait qu'au départ, il y avait beaucoup de craintes. Hein. D'abord que le pouvoir de décision soit transféré en Suède, tout simplement, mais aussi que les usines de Renault Trucks fassent surtout on va dire, de l'assemblage de pièces, hein, et moins d'études et de recherche-développement. D'ailleurs, ce sont ces postes, hein, qui ont été touchés par le dernier plan de suppression de postes en 2020. La question est donc double. Est-ce que la marque Renault Trucks a vraiment conservé une autonomie, comme vous le dites, et est-ce que les sites français conservent vraiment leur savoir-faire? Alors, je pense que la marque Renault Trucks, dans son autonomie, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et je dirais que depuis l'arrivée du nouveau CEO du groupe, Martin Lundstedt, à la fin 2015, ça a été vraiment un choix stratégique. Et j'ai travaillé, quand j'étais en Asie, avec une approche multimarque. Le choix de Martin Lundstedt, quand il est arrivé donc fin 2015, début 2016, c'était de dire « je donne une totale autonomie pour la gestion du business à chacune des marques en respectant son ADN ». Ensuite, il va de soi que les développements produits sont des développements groupes et on essaye chaque fois d'optimiser ce qui fait du sens pour le groupe. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on développe un moteur 13 litres ou un moteur 8 litres, on essaie de voir ce qui va faire du sens pour l'ensemble des marques. Et là, l'autonomie est ce qu'elle est, c'est-à-dire que chaque marque fait ses demandes au central du groupe Volvo et vend, entre guillemets, son business case, son business model. Et en fonction de ça, les décisions du groupe sont prises. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a toute l'autonomie dont on peut disposer pour réaliser la performance qu'on réalise et toute la chance et la force de participer à ce groupe. Ensuite, de temps en temps, évidemment, il y a des trade-offs, il y a des arrangements entre les marques sur des positionnements qu'on peut potentiellement discuter, mais c'est la vie d'un grand groupe. Mais aujourd'hui, je crois que globalement, c'est une immense chance pour Renault Trucks d'appartenir au groupe Volvo. Parce qu'en même temps, Renault Trucks c'est finalement une petite filiale, parce que Volvo Trucks vend 2 fois plus de camions. Donc c'est quoi la complémentarité pardon. C'est ce que vous disiez, Renault Trucks moyen de gamme et Volvo plus premium. Alors la réalité, c'est que Renault Trucks c'est une marque qui est principalement présente en Europe et dans certains pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. À la différence, Volvo Trucks c'est une marque qui est présente dans le monde entier, donc Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Océanie. Donc le périmètre géographique n'est pas le même. Et Mack Trucks, la troisième marque du groupe, est présente surtout en Amérique du Nord et en Amérique latine et un peu en Océanie. Renault Trucks, pour des raisons historiques, est principalement présent donc, sur l'Europe, Afrique, Moyen-Orient. Donc il y a le périmètre géographique qui joue. Ensuite, il y a effectivement le positionnement des marques. On est une marque qui n'est pas une marque premium et qui ne souhaite pas être une marque premium. On veut être la meilleure solution en termes de... En anglais, c'est value for money, mais ça ne vient pas, mais bon. Le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure solution pour nos clients en termes de rapport qualité-prix, avec une approche de proximité et également, ce qui est important au sein du groupe Volvo, une offre qui est la plus complète puisque nous sommes la seule marque du groupe à offrir des véhicules utilitaires, puisque nous avons un partenariat avec Renault Voiture où nous offrons à la fois le Trafic et le Master. Donc ça, c'est le positionnement de la marque. Après, je dirais que ce n'est pas parce qu'on est une marque premium qu'on est nécessairement plus efficace ou plus rentable qu'une marque positionnée autrement. Ce qui, je crois, est essentiel, c'est d'être aligné sur toute la chaîne de valeur par rapport à son ADN. Donc c'est ça le challenge de la marque Renault et je pense que depuis quelques années, ça se passe très bien. Et donc les sites lyonnais de Renault Trucks, Saint-Priest et Vinicieux emploient 4300 collaborateurs, soit près de la moitié des effectifs de Renault Trucks, enfin plus de la moitié des effectifs, près de la moitié. Ça représente quoi Lyon pour Renault Trucks? Alors Lyon pour Renault Trucks, je dirais, c'est la maison. C'est vraiment le cri du cœur. Quand on a le Square, on a la statue de Marius Berliet, c'est les racines et je crois que c'est hyper important qu'on se rappelle d'où on vient. Et cette historique d'un industriel qui connaît vraiment le camion, la techno, on ne peut pas s'improviser industriel du poids lourd du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Donc, il y a cet ADN-là, cette histoire-là, mais cette histoire-là, elle ne doit pas nous engluer dans le passé. C'est des racines, mais c'est aussi une conquête par rapport vraiment à un monde du fret, du transport des marchandises qui est en train de vivre une révolution. Et ça, on peut le faire grâce à l'appartenance au groupe Volvo. Pour revenir à ce qui existe à Lyon, il y a effectivement une grande partie des effectifs qui travaillent quasiment exclusivement pour la marque Renault Trucks.
C'est le cas de certains effectifs sur Lyon, par exemple la direction de Renault Trucks France. C'est le cas de la direction chez Bruno Blin, mon patron. C'est le cas de l'usine de Bourg-en-Bresse. L'usine de Bourg-en-Bresse assemble exclusivement des camions Renault Trucks. Mais on a à Lyon des bureaux d'études, des achats qui travaillent pour des moteurs ou des cabines Renault Trucks, mais pas que. Aussi pour Renault Trucks, pour Volvo Trucks, pas pour Mack Trucks, je crois. Encore que, si peut-être pour Mack Trucks aussi. Et donc, il y a des gens qui sont basés à Lyon, qui travaillent pour la société légale Renault Trucks SAS, mais qui travaillent pour le compte de toutes les marques du groupe. Et du coup, vous en parlez, le nouveau centre de recherche que vous avez présenté récemment, c'est la confirmation que Renault Trucks a aussi de la recherche à Lyon. Oui, et puis je vous dirais que ça, c'est une grande chance qu'on a, c'est-à-dire que Lyon et la France sont attractifs pour le groupe Volvo. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, je crois, des gros efforts de fait pour rendre le pays attractif. Et Renault Trucks et tout l'environnement lyonnais avec les universitaires, les start-up, une grande connaissance sur les achats, beaucoup d'ingénieurs, tout ça, ça a une vraie valeur pour le groupe. On a la chance également, il faut qu'on soit honnête, d'avoir un CEO du groupe Volvo, Martin Lundstedt, qui a vécu 5 ans en France, qui est francophone, qui est francophile, qui connaît très bien le pays, qui a eu l'occasion, qui est très fréquemment à Lyon, mais qui a eu l'occasion de rencontrer le président Macron à plusieurs reprises. Et il y a eu une vraie volonté, il a été invité encore récemment à France 2030, à Choose France 2030. Il y a eu une vraie volonté du groupe d'utiliser la plateforme de la France comme un moyen de réussir. Ayez aussi en tête que la France est le 2e marché européen du poids lourd et enfin le 2e pays pour le groupe Volvo en termes de chiffre d'affaires. Et en même temps, Renault Trucks a connu beaucoup de plans sociaux par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces grandes restructurations sont terminées ? Alors, je ne vais évidemment pas m'avancer en faisant des promesses de Gascon en disant que dans les 30 ans qui viennent, il ne se passera rien. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais eu des niveaux de rentabilité comme ceux qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ces niveaux de rentabilité, ce n'est pas juste par hasard, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail vraiment nécessaire à plus d'un titre. D'abord pour nous assurer une pérennité. Ensuite, pour pouvoir financer la transformation qui est devant nous, nous avons devant nous des montants d'investissement qui sont absolument colossaux pour réussir notamment tout ce qui va être lié à l'électromobilité. On va en parler évidemment. Et puis, évidemment, c'est une façon de bien exister au sein du groupe Volvo. Le groupe Volvo n'est pas une association humanitaire, c'est un groupe qui a des ambitions et la meilleure défense pour Renault Trucks, c'est de réussir. Donc je pense qu'il y a une vraie fierté partagée par l'ensemble des salariés sur le fait que l'entreprise va bien. Je crois qu'il y a eu un très très beau travail de fait depuis 5-6 ans pour la marque. Et je ne dis pas, encore une fois, je ne veux pas faire de promesses de Gascon, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'actualité. Au contraire, on est plutôt dans une phase de conquête et d'investissement qu'autre chose. On va revenir d'un mot sur la répartition des rôles, j'ai envie de dire, au sein du groupe Volvo. Est-ce qu'il y a une répartition selon des segments de marché et de pays, ou est-ce que vous êtes pleinement concurrent à chaque fois ? Alors, je le dirais, comme je le disais, on a une approche géographique un peu différente. Aujourd'hui, il n'est pas d'actualité pour Renault Trucks d'aller essayer d'attaquer le marché sud-américain ou le marché nord-américain. Ce n'est pas une priorité et donc on n'ira pas. Donc la volonté de Renault Trucks, c'est de progresser sur les territoires sur lesquels on est. On ne s'interdit pas de rentrer sur 1 ou 2 pays à l'international, mais aujourd'hui, le périmètre géographique, il est défini. En termes de segments, on couvre, on a coutume de dire que Renault Trucks est sûrement l'offre la plus large du marché, puisqu'on offre même des vélos de cyclo-logistique de 650 kg qu'on assemble maintenant à notre usine de Vénissieux jusqu'à des véhicules de 44 tonnes. Donc on a l'offre absolument complète. Au sein du groupe Volvo, on est donc les seuls à offrir ces matériels de logistique urbaine que sont les vélos de cyclo-logistique ou le Trafic ou le Master. Et ensuite, pour répondre à votre question, oui, sur le marché français par exemple, j'ai un homologue, Marcus Orberg, qui est le patron de Volvo Trucks France, et on se tire la bourre tous les jours sur des clients analogues. Et puis, j'ai envie de dire, c'est que le meilleur gagne. Alors, comme tous les autres constructeurs, Renault Trucks a été engagé dans une véritable révolution en termes de décarbonation. Les objectifs sont ambitieux, avec 50% de production de véhicules qui roulent sans énergie fossile en 2030, c'est-à-dire avec des moteurs électriques ou des piles à hydrogène. Puis le dernier camion à essence, c'est prévu pour 2040, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment réalisable de tenir de tels objectifs ?
Alors, je dirais que au-delà des objectifs qui peuvent nous être fixés par l'Union européenne, puisqu'on a des contrôles qui sont opérés, à l'horizon 2025, il faut qu'on émette 15% de CO2 en moins, et à l'horizon 2030, 43% de CO2 en moins, faute de quoi nous aurons des amendes significatives. On parle d'amendes pour 1% que nous n'atteindrions pas, on parle d'amendes de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas vraiment une option de payer ces amendes. Au-delà de ça, je pense qu'on est tous conscients des limites planétaires et des risques auxquels on est confronté demain. On a entendu récemment que le gouvernement évoquait ce que pourrait être une situation à plus 4 degrés sur l'impact que ça pourrait avoir sur la société française. Donc nous, on a notre part de responsabilité. On a vendu pendant longtemps des camions qui, par définition, n'avaient pas nécessairement une très bonne image et qui font partie du problème, puisque 89% des marchandises en France sont transportées par camion, ce qui représente 9% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a notre part de responsabilité. Cette part de responsabilité, on l'assume, et la meilleure façon de résoudre ça, on en est convaincu, c'est les camions électriques. Les camions électriques suivant 2 modèles, camions électriques avec des batteries ou camions électriques fonctionnant à l'hydrogène via des piles à combustible. Prioritairement et à court terme, et on pense vraisemblablement majoritairement, ce sera des camions à batterie qui auront le succès. Donc, est-ce que c'est réaliste ou non? Je crois qu'il faut qu'on se fixe ses ambitions et qu'on fasse tout pour y arriver, avec des niveaux d'investissement très très lourds. C'est compliqué. On ne sait pas exactement comment vont se passer toutes les étapes. On plonge un peu dans l'inconnu. La chance qu'on a, entre guillemets, si tant est que ce soit une chance, c'est que tout le monde doit y aller. Et que la réglementation, elle est vraie pour tout le monde. Donc mais je crois que, évidemment que c'est contraignant, évidemment que c'est compliqué, évidemment que ça va avoir des impacts sur le coût des produits en fin de chaîne pour les consommateurs. Mais cette route de la décarbonation, elle est prioritaire et il faut qu'on la fasse réussir. Il faut collectivement... Et peut-être qu'on sorte d'approche de compétition stérile, mais qu'on travaille peut-être en coopétition. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, puisqu'on a développé des partenariats avec le groupe Traton et le groupe Daimler, donc le groupe qui fait MAN et Scania et le groupe Mercedes pour des infrastructures de recharge, et avec le groupe Mercedes pour des piles à combustible. Donc on se rend bien compte que les enjeux nous dépassent, ce qu'on a devant nous nous dépasse, et donc il faudra le faire peut-être tous ensemble, mais il faut qu'on y arrive. Et en même temps, Renault Trucks a été un des premiers constructeurs à véritablement travailler sur les camions électriques il y a plus de 10 ans. Vous estimez avoir un coup d'avance aujourd'hui? Alors, ce qu'on a fait il y a 10 ans, on a appris des choses. Ça n'a pas été nécessairement couronné de succès à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment un coup d'avance. On a un coup d'avance à plusieurs titres. Le premier élément, et il faut qu'on en ait une vraie fierté, c'est que la première usine en ligne de camions électriques, elle est à Blainville, en Normandie. Alors, elle fait des camions Renault Trucks, elle fait également des camions Volvo Trucks, mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable de se dire qu'on a été champion pour lancer cette usine. Au-delà de ça, on a mis en place une équipe centrale dédiée à l'électromobilité chez Renault Trucks en France, qui est peut-être la plus grosse équipe qui puisse exister en Europe. En tout cas, sur le marché français, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et on peut le voir dans les chiffres. Renault Trucks, qui a une part de marché de 9,4% en Europe, est à 25% sur l'électromobilité. Et en France, sur 2022, on est à plus de 75% de part de marché sur l'électrique. On sera vraisemblablement aux alentours de 80% en 2023. Et là, on est en train de répondre à des appels d'offres. J'étais avant cet entretien en réunion, parce qu'il y a des appels à projets qui sont en train de sortir. On ambitionne d'être à minima à 50% de part de marché sur la durée, sur l'électromobilité. En même temps, il faut mettre un peu en perspective, c'est 75%. L'année dernière, vous avez commercialisé 1700 véhicules, si mes chiffres sont bons, soit 3% des ventes seulement. Pour l'instant, l'électrique, c'est surtout dans les discours. Alors, vous avez raison, c'est pour l'instant un quasi-épiphénomène, puisque aujourd'hui, vous avez raison, c'est 3-4%. Nous, sur nos commandes en France, c'était 4% de nos commandes, donc c'est pas grand-chose. Mais je dirais que, et ça c'est un pari qu'on fait, les premiers à y être donnent le là. Les premiers à y être donnent le là. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte que vendre des solutions de mobilité électrique, ça n'a rien à voir avec de vendre des camions diesel. On vend des solutions clés en main, end-to-end, très compliquées, où il faut vraiment qu'on change de mode de fonctionnement avec nos clients. D'un mode transactionnel, on rentre vraiment dans un mode partenarial, où on doit vraiment comprendre la logistique, comprendre les infras de recharge, comprendre les comportements des conducteurs et des conductrices. Donc c'est une démarche différente. On a une approche via ce qu'on appelle une roue de la décarbonation avec nos clients, pour vraiment les accompagner avec du conseil
Et on pense que tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est du temps gagné par rapport à la suite. Et de toute façon, l'industrie va bouger et il vaut mieux rentrer avec un point haut en termes de part de marché quand l'industrie se lance. Et donc pour l'instant, c'est surtout les camions poubelles qui représentent l'essentiel des ventes de camions électriques. On comprend bien l'intérêt entre la réduction du bruit et des distances relativement courtes parcourues. C'est quoi le prochain marché cible ? Alors vous avez raison, la collecte des déchets, vous avez évoqué les distances et les parcours qui sont connus. Il y a évidemment tous les avantages qu'on peut avoir pour les citoyens en termes de bruit, d'opération potentiellement la nuit. Il y a un troisième élément important, c'est que les camions diesel consomment 70 litres au 100 pour la collecte des déchets. Donc évidemment, le rapport de coût complet d'exploitation d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule diesel fait vite du sens sur ce segment-là. On a identifié 3 autres verticaux qui nous semblent clés. Il y a celui de la distribution urbaine, donc distribution de marchandises et de tout ce qui est nourriture et autres. Donc on a commencé à rentrer sur ce segment avec certains succès, avec des clients comme Perreno pour le compte de Casino, avec des clients comme XPO, donc des gros players. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a quelques gros acteurs de la distribution urbaine qui ont plongé. Le troisième segment, c'est tout ce qui va être construction. Et là, on commence à rentrer et nous allons lancer une gamme de construction à partir de la semaine 47 de cette année à Bourg-en-Bresse. Et là, on pense qu'il y a un vrai besoin. Et puis, il y a la longue distance. Et là, c'est un peu plus problématique puisque les camions qui font de la longue distance ont besoin d'une certaine autonomie. Et on est en train de regarder ce qui fera le plus de sens pour de la moyenne distance des véhicules à batterie et potentiellement pour de la longue distance des véhicules qui fonctionneront avec piles à combustible et hydrogène. Voilà, justement, j'allais y venir. Oui, en plus de l'électrique, vous misez également donc, sur le moteur équipé de piles à hydrogène. Les premiers modèles seront bientôt commercialisés, je crois. Hein. On peut dire que c'est vraiment la solution qui est adaptée aux longues distances. Alors, on pense que c'est une solution. C'est toujours un peu difficile quand on se lance sur ce type d'opération de savoir exactement comment ça va se passer. On pense qu'effectivement, des véhicules qui vont faire 800, 1000 km dans la journée, ça pourra faire du sens. Et puis sur certains territoires où on pense que les infrastructures de recharge pour recharger les batteries ne seront pas nécessairement faciles à mettre en place, ça peut faire du sens. Malgré tout, on est en train de voir que les progrès qui sont effectués sur les batteries sont considérables. Et on peut envisager demain avoir des batteries qui permettent aux camions de faire 700 ou 800 km avec des recharges rapides, auquel cas, en termes d'efficacité énergétique, peut-être que des tracteurs à batterie électrique feront également du sens. Donc, on découvre un peu au fur et à mesure. Un des soucis qu'on a, je ne vous le cache pas, c'est les niveaux d'investissement nécessaires pour gérer toutes ces technologies, d'autant plus que l'Europe n'a pas eu nécessairement une très bonne idée en nous forçant de développer des normes Euro 7 sur nos véhicules diesel à l'horizon 2027, qui apportent finalement relativement peu sur la route de la décarbonation. Donc on est en discussion avancée avec les autorités parce qu'on pense que tous les investissements que nous allons faire pour optimiser encore d'un pouillème les véhicules diesel, ces investissements auraient été préférablement reroutés sur l'électromobilité. Mais donc, on découvre, on pense qu'il y aura un mix de solutions, mais le gros des solutions, on en est à peu près convaincu, sera les véhicules à batterie électrique. 2 questions à poser. Alors, en termes d'investissement, ça représente quoi globalement Alors, je ne vais pas donner de chiffres très précis, mais on parle au niveau du groupe Volvo de milliards d'euros d'investissement, pour vous donner un ordre de grandeur. Et l'autre question, dans les couloirs de Renault, comment est-ce que ça se vit, cette révolution, on peut le dire, hein? Est-ce que les métiers vont formidablement évoluer? Est-ce qu'il y aura besoin de moins de personnel pour construire ces nouveaux véhicules? Alors je pense que vous touchez du doigt un sujet important. C'est une révolution technologique, c'est évident. Mais bien au-delà d'une révolution technologique, c'est une révolution culturelle, d'organisation, de compétences. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ça va être un nouveau métier, à tout point de vue. Nouveau métier pour nos bureaux d'études, nouveau métier pour nos achats, nouveau métier pour nos usines, nouveau métier pour nos équipes commerciales, nouveau métier pour nos concessionnaires. Tout est en train de changer. Et donc, je pense que ce serait un leurre que de dire tout ça va se faire sans quelques moments compliqués à gérer. Je veux dire, par définition, ça ne va pas être simple. Mais je crois qu'on doit d'abord le voir comme une formidable opportunité. Aujourd'hui, ce n'est pas un leurre de dire que l'industrie du poids lourd est une industrie qui n'a pas une très belle image. On a beaucoup de mal à trouver des conducteurs et des conductrices de camions, on a beaucoup de mal à trouver des mécanos.
On a beaucoup de mal à recruter des femmes, qui représentent quand même 50% de la population. On a peut-être une chance unique avec cette nouvelle façon de faire nos métiers, d'attirer des talents pour une mission quand même qui est très intéressante, de participer à la protection de la planète sur un nouveau modèle. Donc je pense que les gens sont prêts à tout entendre si on passe du temps et si on leur explique et si on les accompagne pour grandir sur cette transformation. Je pense que l'erreur serait de mettre tous ces doutes qu'on peut avoir ou cette complexité sous le tapis. La responsabilité qu'on prend, c'est de passer du temps avec les bureaux, dans les bureaux, avec les bureaux d'études, avec les achats, avec les usines, pour expliquer ce qu'on essaye de faire. Une chose est sûre, c'est que par la performance actuelle que nous pourrons financer la transformation. C'est-à-dire, heureusement que Renault Trucks réussit fort aujourd'hui pour financer la transformation. Si nous n'avions pas ces marges de manœuvre, ce serait très compliqué. Et donc ça bouleverse vos équipes, mais ça bouleverse aussi vos clients. Et vous venez notamment de lancer la Décarbonisation Academy, une formation en ligne gratuite pour présenter les énergies alternatives au soleil, au diesel, expliquer comment marchent les batteries lithium. Il y a encore tout un travail d'évangélisation à faire aujourd'hui. Un travail d'évangélisation, un travail qui va là aussi, à mon avis, même au-delà des solutions qu'on peut apporter nous. Mais je pense que la prise de conscience de la situation climatique, elle n'est encore pas complètement partagée. Et je pense que moi, j'ai eu la chance de participer à la Convention des entreprises pour le climat en tant que Renault Trucks pendant 1 an. Et je dois dire que ça a été pour moi un phénomène marquant de bien comprendre avec d'éminents experts du GIEC ou d'ailleurs, nous expliquer la situation et dire nous n'avons pas le choix d'y aller, de comprendre ça. Ça, c'est, je trouve, le début de l'histoire. Et ensuite, effectivement, d'expliquer, de passer du temps. Alors, on le voit bien, dans les contacts que nous avons avec nos clients, on a certaines personnes qui sont passionnées et qui ont ça dans leur trip et qui ont décidé d'y aller en étant précurseurs, en sachant que ça leur coûte un peu cher au début, mais en disant on y va, on donne l'exemple, on donne le là. On se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de responsables de RSE des entreprises qui ont leur mot à dire. On se rend compte aussi que les entreprises se disent que la valeur de l'entreprise ne peut pas être une valeur exclusivement financière, mais que la valeur de l'entreprise, ce sera la finance, mais ce sera aussi l'environnemental et le social. Donc, toute ces logiques, elle est en train de se mettre en place, je crois, pour le meilleur. Et donc, on y va petit à petit. Vous avez raison de le dire, c'est encore que 3 ou 4% du business. Mais l'engagement qu'on a pris, c'est qu'en 2030, 1 camion sur 2 qu'on vendrait sera électrique. Donc, on doit y aller à fond. Vous venez également d'inaugurer à Saint-Priest un espace nommé Camp X, comme Campus X, dédié à la mise en relation de vos équipes internes avec des startups. Et cet espace va travailler en collaboration avec les autres espaces Camp X en Suède, en Inde ou aux États-Unis. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, comme vous le comprenez, on est dans une phase de transformation absolument hallucinante. Et on est une industrie, on est une vieille dame. Renault Trucks a près de 130 ans. Moi, ça fait 30 ans que je travaille pour cette entreprise. On a travaillé pendant des dizaines d'années, quasiment un siècle, de la même façon. Berliet avait fait son premier camion électrique en 1924. Mais ça fait donc un siècle qu'on fait le business à peu près pareil. Et on se rend bien compte que demain, on ne peut pas le faire de la même façon. Le CEO du groupe Volvo a tendance à dire « Partnership is the new leadership ». Donc le partenariat, c'est la nouvelle forme de leadership. J'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le business demain comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui et on ne va pas pouvoir tout faire de A à Z. On va devoir nécessairement travailler avec des partenaires suivant des nouveaux business models. Et pour ce faire, rien de tel que de travailler avec des startups, avec des jeunes, avec des gens qui voient le monde peut-être autrement, qui vont nous challenger. Alors, ce n'est pas nécessairement évident pour quelqu'un de 54 ans qui a 30 ans de boutique. C'est un challenge à titre personnel. Mais je crois que pour transformer notre industrie, il faut qu'on accepte, nous, de nous transformer, aussi en tant que dirigeants, et de donner du pouvoir à des entités peut-être plus petites, plus agiles que ce dont on a pu faire preuve sur la durée. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais Renault Trucks est surtout présent en France, avec une position de leader. Et c'est quoi l'ambition en Europe de la marque ? Alors, l'ambition en Europe, idéalement, ce serait d'être à 10% de part de marché hors France. Aujourd'hui, grâce à la France, on est à 9,4%. Mais sans la France, je pense qu'on serait entre 6 et 7 de l'ordre de grandeur. Donc, c'est de prendre 3 points de part de marché sur l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, avec l'offre qu'on a, que ce soit en termes de produits, de services, et avec les efforts d'organisation qu'on a fait, puisque depuis, en gros, 2018,
Nous avons recréé sur toute l'Europe des filiales dédiées Renault Trucks en envoyant parmi nos meilleurs éléments pour diriger ces filiales, travailler avec des réseaux de distribution dans certains pays qui sont dédiés à la marque Renault Trucks. Donc ce sont des ambitions qui sont, à mon avis, complètement jouables. Et puis le patron de Renault Trucks Europe était le directeur commercial de Renault Trucks France. C'était un type formidable, donc je n'ai pas trop de doute qu'il y arrivera. En Europe, la compétition se joue entre 7 constructeurs, principalement. C'est beaucoup ou vous considérez que le marché est à peu près équilibré à maturité? Alors, 7 constructeurs, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai sur les 7 constructeurs européens, même si MAN et Scania appartiennent au même groupe, à Traton, Volvo Trucks et Renault Trucks appartiennent au même groupe, au groupe Volvo. Ensuite, on a DAF qui appartient au groupe Packard. On a Iveco, et puis il m'en manque un, lequel c'est Scania, Volvo, Renault. C'est Mercedes. J'oublie pourtant un qui n'est pas trop petit. Merci. La réalité, c'est qu'on a ces concurrents-là. Il faut quand même qu'on fasse très attention parce que ces concurrents-là ne seront pas les seuls concurrents qu'on aura demain. On voit qu'on a Tesla qui lance un tracteur aux États-Unis électrique. On a en France un concurrent qui apparaît qui s'appelle Volta, qui se lance dans des véhicules de distribution urbaine. On a aux États-Unis une entreprise qui s'appelle Oshkosh, qui se spécialise sur la collecte des déchets. Donc on voit des nouveaux acteurs qui potentiellement choisissent des verticaux, des segments particuliers. Et puis on a évidemment les Chinois, qui aujourd'hui représentent le plus gros marché électrique dans le monde, et puis qui ont quand même des relations au niveau de tout ce qui est batterie et accès aux matières premières qui sont ce qu'elles sont. Donc il y a quand même une grosse réflexion à avoir du rôle de l'Europe et des constructeurs européens par rapport à des constructeurs américains et à des constructeurs chinois. Renault Trucks réalise aussi quelques ventes 6800 l'an dernier en dehors de l'Europe, dans des pays d'Afrique, mais aussi en Indonésie et au Chili. Est-ce que vous pensez que Renault Trucks peut encore progresser à l'international? Alors j'ai eu la chance de diriger cette entité pendant 2 ans au retour, entité qui est gérée aujourd'hui par un ami qui fait un magnifique boulot. En 2022, on a fait une progression très sensible à l'international, notamment avec des performances remarquables en Turquie, en Arabie Saoudite, et vous l'avez évoqué, en Indonésie ou au Chili. Et je n'évoque pas l'Afrique de l'Ouest ou le Maghreb, où on est vraiment historiquement très bon. Donc il y a eu un beau travail de fait. La question qui se pose, évidemment, qui est une question de fond, c'est comment ces territoires vont évoluer sur la route de la décarbonation et à quelle vitesse potentiellement on va avancer sur l'électrification de ces territoires. Alors nous avons fait le choix de poursuivre une offre avec des moteurs diesel qui sont compatibles sur ces territoires, mais il y a une vraie réflexion à avoir de comment on va accompagner la suite de ces territoires. Je pense qu'on a encore une capacité de progrès. Ayez en tête quand même que la Turquie représente, si je ne m'abuse, le 3e ou 4e pays de Renault Trucks dans le monde en termes de volume. Je suis particulièrement touché, j'y étais il y a 20 ans. J'ai 2 de mes enfants qui sont nés quand j'étais là-bas. Et donc on a une capacité à progresser, mais je dois dire que c'est un chemin qui se fait petit à petit. On a des concurrents qui sont quand même robustes, donc ça prendra un peu de temps. Alors, vous l'avez un peu évoqué, vous défendez l'idée d'une sobriété heureuse, avec moins de ventes de camions. Vous dites aussi que la réussite d'une entreprise n'est pas qu'économique, mais aussi sociétale et environnementale. Cette inspiration, est-ce qu'elle vous vient de l'Europe du Nord et du modèle suédois, ou est-ce que c'est votre propre conviction? Non, le sentiment que j'ai, je crois que c'est un sentiment partagé, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a donc des enjeux climatiques qui nous dépassent. On a une responsabilité immense. Aujourd'hui, on le sait, on a des camions qui roulent peut-être 50% du temps, et quand les camions roulent, ils sont à 50% remplis. Donc il y a quand même un vrai questionnement à avoir, se dire comment on peut optimiser. Et cette optimisation va faire du sens pour tout le monde. D'abord parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir autant de camions sur les routes si jamais on arrive à transporter les marchandises. Et ensuite, quand les camions commencent à coûter 3 fois plus qu'un véhicule diesel, autant vous dire que nos clients veulent optimiser l'utilisation de ces camions. Donc, une volonté d'optimiser l'utilisation des camions, une volonté d'offrir des camions qui soient le plus écolo possible, et notamment des véhicules électriques, une volonté potentiellement de trouver des alternatives à des solutions des camions, par exemple la cyclo-logistique, et puis un gros engagement sur tout ce qui est autour de la circularité, avec des véhicules qui ont une 2e, une 3e vie, avec des organes qui ont une 2e, une 3e vie, avec de la recyclabilité. Alors tout ça, il y a sûrement un peu d'orientation liée au groupe Volvo qui est très attaché à l'environnement depuis toujours dans son ADN.
Et puis après, je ne vous cache pas que c'est aussi un mouvement citoyen porté par Bruno Blin, président d'entreprise, porté par moi-même, et je dois dire que mon passage à la Convention des entreprises pour le climat n'y est pas pour rien. Moi, j'ai été à titre personnel marqué, et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas qu'on vive cette transformation comme une contrainte, mais plutôt comme une formidable aventure pour nous repenser et repenser notre business. Et à titre personnel, vous êtes aussi impliqué au sein de l'APM, l'Association Progrès Management. Et vous évoquez justement l'humain qui est notre centre du jeu. Vous avez l'impression que ces sujets progressent? Alors pour moi, j'ai vraiment la chance d'être à l'APM depuis 8-9 ans, puisque j'étais à Singapour. Donc l'association du Progrès du Management, ça a changé ma vie, ça aussi, parce que je rencontre tous les mois des dirigeants passionnants, des experts passionnants sur des sujets qui nous permettent, je pense, d'avoir une inspiration, une respiration, une inspiration. Et je crois fondamentalement à une réussite équilibrée où on respecte toutes les parties prenantes. Alors évidemment la planète, évidemment les personnes, et évidemment le business et les actionnaires, puisqu'il n'y a pas d'entreprise qui puisse prospérer s'il n'y a pas des réussites. Et puis nos collègues, bien sûr. Merci beaucoup, Christophe Martin, d'avoir été notre invité dans ce grand entretien. Merci, Vincent. Merci. On va vous offrir le dernier Lyon Décideur. Rendez-vous le mois prochain pour un autre grand entretien. Ce sera toujours chez Ma Pièce et notre invité, Jacques Gounon, le président de la Transalpine Lyon-Turin. Merci, au revoir. Merci. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.